Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui je vais poursuivre la lecture d'un très joli roman de Jules Renard qui s'intitule Poil de carotte, qui est un roman autobiographique où on peut aussi dire que c'est une nouvelle plutôt longue. Vous connaissez certainement l'histoire de Poil de carotte, vu toutes les adaptations qu'il y a eu donc au cinéma ou en téléfilm ou en dessin animé, BD, etc. C'est donc l'histoire de Jules Renard, le petit garçon roux mal aimé. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et je vous souhaite une très bonne soirée avec cette lecture. Je reprends au chapitre L'aveugle. Du bout de son bâton, il frappe discrètement à la porte. Madame Lepic dit « Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là » ? « Tu ne le sais pas ? Il veut ses 10 sous, c'est son jour, laisse-le entrer. » Madame Lepic maussade ouvre la porte, tire l'aveugle par le bras, brusquement, à cause du froid. « Bonjour, tous ceux qui sont là, » dit l'aveugle. Il s'avance. Son bâton court à petits pas sur les dalles comme pour chasser des souris. Et rencontre une chaise. L'aveugle s'assied et tend au poil ses mains transies. Monsieur Lepic prend une pièce de 10 sous et dit « Voilà. » Il ne s'occupe plus de lui. Il continue la lecture d'un journal. Poil de carotte s'amuse. Accroupi dans son coin, il regarde les sabots de l'aveugle. Ils fondent, et tout autour, des rigoles se dessinent déjà. Madame Lepic s'en aperçoit. « Prêtez-moi vos sabots, vieux, » dit-elle. Elle les porte sous la cheminée. Trop tard. Ils ont laissé une mare et les pieds de l'aveugle inquiets sentent l'humidité. Se lèvent, tantôt l'un, tantôt l'autre, écartent la neige boueuse, la répandent au loin. D'un ongle, Poil de carotte gratte le sol, fait signe à l'eau sale de couler vers lui, indique des crevasses profondes. Puisqu'il a ses 10 sous, Madame Lepic, sans crainte d'être entendue, que demande-t-il ? Mais l'aveugle parle politique. D'abord timidement, ensuite avec confiance. Quand les mots ne viennent pas, il agite son bâton, se brûle le poing au tuyau du poil, le retire vite et, soupçonneux, roule son blanc d'œil au fond de ses larmes intarissables. Parfois, Monsieur Lepic, qui tourne le journal, dit « Sans doute, pas pâtissier, sans doute, mais en êtes-vous sûr ?»« Si j'en suis sûr, » s'écrie l'aveugle. « Ça, par exemple, c'est fort. Écoutez-moi, Monsieur Lepic. Vous allez voir comment je m'ai aveuglé. » « Il ne démarrera plus, » dit Madame Lepic. En effet, l'aveugle se trouve mieux. Il raconte son accident, s'étire et fond tout entier. Il avait dans les veines des glaçons qui se dissolvent et circulent. On croirait que ses vêtements et ses membres suent de l'huile. Par terre, la mare augmente. Elle gagne Poil de carotte et elle arrive. C'est lui le but. Bientôt, il pourra jouer avec. Cependant, Madame Lepic commence une manœuvre habile. Elle frôle l'aveugle, lui donne des coups de coude, lui marche sur les pieds, le fait reculer, le force à se loger entre le buffet et l'armoire, où la chaleur ne rayonne pas. L'aveugle, dérouté, tâtonne, gesticule, et ses doigts grimpent comme des bêtes. Il ramène sa nuit. De nouveau, les glaçons se forment. Voici qu'il regèle. Et l'aveugle termine son histoire d'une voix pleurarde. « Oui, mes bons amis, fini, plus d'yeux, plus rien. Un noir de four. » Son bâton lui échappe. C'est ce qu'attendait Madame Lepic. Elle se précipite, ramasse le bâton et le rend à l'aveugle, sans le lui rendre. Il croit le tenir, mais il ne l'a pas. Au moyen d'adroites tromperies, elle le déplace encore, lui remet ses sabots et le guide du côté de la porte. Puis elle le pince légèrement afin de se venger un peu. Elle le pousse dans la rue, sous l'édredon du ciel gris, qui se vide de toute sa neige, contre le vent qui grogne ainsi qu'un chien oublié dehors. Et avant de refermer la porte, Madame Lepic crie à l'aveugle, comme s'il était sourd. « Au revoir, ne perdez pas votre pièce. À dimanche prochain.
s'il fait beau. Et si vous êtes toujours de ce monde, ma foi, vous avez raison, mon vieux papa pâtissier, on ne sait jamais ni qui vit ni qui meurt. Chacun ses peines et Dieu pour tous. Le jour de l'an. Il neige. Pour que le jour de l'an réussisse, il faut qu'il neige. Madame Lepic a prudemment laissé la porte de la cour verrouillée. Déjà des gamins secouent le loquet, cognent au bas, discrets d'abord, puis hostiles, à coups de sabot et, las d'espérer, s'éloignent à reculons, les yeux encore vers la fenêtre d'où Madame Lepic les épie. Le bruit de leurs pas s'étouffe dans la neige. Poil de Carotte saute du lit, va se débarbouiller, sans savon, dans l'auge du jardin. Elle est gelée. Il doit en casser la glace. Et ce premier exercice répand par tout son corps une chaleur plus saine que celle des poils. Mais il feint de se mouiller la figure et, comme on le trouve toujours sale, même lorsqu'il a fait sa toilette à fond, il note que le plus gros. Dispos et frais pour la cérémonie, il se place derrière son grand frère Félix, qui se tient derrière sœur Ernestine, l'aînée. Tous trois entrent dans la cuisine. Monsieur et Madame Lepic viennent de s'y réunir sans en avoir l'air. Sœur Ernestine les embrasse et dit « Bonjour papa, bonjour maman. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. » Grand frère Félix dit la même chose, très vite, courant au bout de la phrase et embrasse pareillement. Mais Poil de Carotte sort de sa casquette une lettre. On lit sur l'enveloppe fermée « À mes chers parents ». Elle ne porte pas d'adresse. Un oiseau d'espèce rare, riche en couleurs, file d'un trait dans un coin. Poil de Carotte le tend à Madame Lepic qui la décachette. Des fleurs écloses ornent abondamment la feuille de papier. Et une telle dentelle en fait le tour que, souvent, la plume de Poil de Carotte est tombée dans les trous, éclaboussant le mot voisin. Et moi, je n'ai rien. C'est pour vous deux. Maman te la prêtera. Ainsi, tu aimes mieux ta mère que moi. Alors, fouille-toi pour voir si cette pièce de 10 sous 9 est dans ta poche. Patiente un peu, maman a fini. Tu as du style, mais une si mauvaise écriture que je ne peux pas lire. Tiens, papa, dit Poil de Carotte empressé, à toi maintenant. Tandis que Poil de Carotte, se tenant droit, attend la réponse, Monsieur Lepic lit la lettre une fois, 2 fois, l'examine longuement, selon son habitude, fait « Ah ah !» et la dépose sur la table. Elle ne sert plus à rien, son effet entièrement produit. Elle appartient à tout le monde. Chacun peut voir, toucher. Sœur Ernestine et grand frère Félix la prennent à leur tour et y cherchent des fautes d'orthographe. Ici, Poil de Carotte a dû changer de plume, on lit mieux. Ensuite, ils la lui rendent. Il la tourne et la retourne, sourit laidement et semble demander « Qui en veut ?» Enfin, il la resserre dans sa casquette. On distribue les étrennes. Sœur Ernestine a une poupée aussi haute qu'elle, plus haute, et grand frère Félix, une boîte de soldats en plomb, prêt à se battre. « Je t'ai réservé une surprise, » dit Madame Lepic à Poil de Carotte. « Ah oui ?» Pourquoi cette « ah oui » puisque tu la connais? Il est inutile que je te la montre. Que jamais je ne vois Dieu si je la connais. Il lève la main en l'air, grave, sûr de lui. Madame Lepic ouvre le buffet. Poil de Carotte halète. Elle enfonce son bras jusqu'à l'épaule et, lente, mystérieuse, ramène sur un papier jaune une pipe en sucre rouge. Poil de Carotte, sans hésitation, rayonne de joie. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Bien vite, il veut fumer en présence de ses parents, sous les regards envieux. Mais on ne peut pas tout avoir. De grand frère, Félix et de sœur Ernestine. Sa pipe de sucre rouge, entre 2 doigts seulement, il se cambre, incline la tête du côté gauche, il arrondit la bouche, rentre les joues et aspire avec force et bruit. Puis, quand il a lancé jusqu'au ciel une énorme bouffée, « Elle est bonne, » dit-il. « Elle tire bien. » Aller et retour. Monsieur et Madame Lepic, fils et Mademoiselle Lepic,
viennent en vacances. Au saut de la diligence, et du plus loin qu'il voit ses parents, Poil de Carotte se demande: est-ce le moment de courir au-devant d'eux? Il hésite. C'est trop tôt, je m'essoufflerai, et puis il ne faut rien exagérer. Il diffère encore. Je courrai à partir d'ici. Non, à partir de là. Il se pose des questions. Quand faudra-t-il ôter ma casquette? Lequel des deux embrasser le premier? Mais grand frère Félix et sœur Ernestine l'ont devancé et se partagent les caresses familiales. Quand Poil de Carotte arrive, il n'en reste presque plus. « Comment ?» dit Madame Lepic. « Tu appelles encore Monsieur Lepic papa? À ton âge !»« Dis-lui mon père et donne-lui une poignée de main, c'est plus viril. » Ensuite, elle le baise une fois au front pour ne pas faire de jaloux. Poil de Carotte est tellement content de se voir en vacances qu'il en pleure. Et c'est souvent ainsi. Souvent, il manifeste de travers. Le jour de la rentrée est fixée au lundi matin, 2 octobre, on commencera par la messe du Saint-Esprit. Du plus loin qu'elle entend les grelots de la diligence, Madame Lepic tombe sur ses enfants et les étreint d'une seule brassée. Poil de Carotte ne se trouve pas dedans. Il espère patiemment son tour, la main déjà tendue vers les courroies de l'impériale, ses adieux tout prêts, à ce point triste qu'il chantonne malgré lui. « Au revoir, ma mère », dit-il, d'un air digne. « Tiens, dit Madame Lepic, pour qui te prends-tu, Pierrot? Il t'en coûterait de m'appeler maman, comme tout le monde. A-t-on jamais vu, c'est encore blanc de bec et sale de nez, et ça veut faire l'original. » Cependant, elle le baise une fois au front, pour ne pas faire de jaloux. Le porte-plume. L'institution Saint-Marc, où Monsieur Lepic a mis grand frère Félix et Poil de Carotte, suit les cours du lycée. 4 fois par jour, les élèves font la même promenade. Très agréable dans la belle saison et quand il pleut, si courte que les jeunes gens se rafraîchissent plutôt qu'ils ne se mouillent. Elle leur est hygiénique d'un bout de l'année à l'autre. Comme ils reviennent du lycée ce matin, traînant les pieds et moutonniers, Poil de Carotte, qui marche la tête basse, entend dire: « Poil de Carotte, regarde ton père là-bas !» Monsieur Lepic aime surprendre ainsi ses garçons. Il arrive sans écrire, et on l'aperçoit soudain planté sur le trottoir d'en face, au coin de la rue, les mains derrière le dos, une cigarette à la bouche. Poil de Carotte et grand frère Félix sortent des rangs et courent à leur père. « Vrai, dit Poil de Carotte, si je pensais à quelqu'un, ce n'était pas à toi. »« Tu penses à moi quand tu me vois ?» dit Monsieur Lepic. Poil de Carotte voudrait répondre quelque chose d'affectueux. Il ne trouve rien, tant il est occupé. Haussé sur la pointe des pieds, il s'efforce d'embrasser son père. Une première fois, il lui touche la barbe du bout des lèvres. Mais Monsieur Lepic, d'un mouvement machinal, dresse la tête comme s'il se dérobait. Puis il se penche et, de nouveau, recule. Et Poil de Carotte, qui cherchait sa joue, la manque. Il n'effleure que le nez. Il baise le vide. Il n'insiste pas. Et déjà troublé, il tâche de s'expliquer cet accueil étrange. « Est-ce que mon papa ne m'aimerait plus ?» se dit-il. Je l'ai vu embrasser grand frère Félix. Il s'abandonnait au lieu de se retirer. Pourquoi m'évite-t-il? Veut-on me rendre jaloux? Régulièrement, je fais cette remarque. Si je reste 3 mois loin de mes parents, j'ai une grosse envie de les voir. Je me promets de bondir à leur cou comme un jeune chien. Nous nous mangerons de caresses, mais les voici, et ils me glacent. Tout à ces pensées tristes, Poil de Carotte répond mal aux questions de Monsieur Lepic qui lui demande si le grec marche un peu. Ça dépend, la version va mieux que le thème, parce que dans la version, on peut deviner. Et l'allemand? C'est très difficile à prononcer, papa. Ah, bougre! Comment, la guerre déclarée, battras-tu les Prussiens sans savoir leur langue vivante? Ah, d'ici là, je m'y mettrai. Tu me menaces toujours de la guerre. Je crois décidément qu'elle attendra pour éclater, que j'ai fini mes études. Quelle place as-tu obtenue dans la dernière composition? J'espère que tu n'es pas à la queue. Il en faut bien un. Bougre,
Moi qui voulais t'inviter à déjeuner. Si encore c'était dimanche, mais en semaine, je n'aime guère vous déranger dans votre travail. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à faire. Et toi, Félix? Juste, ce matin, le professeur a oublié de nous donner notre devoir. Tu étudieras mieux ta leçon. Ah, je le sais d'avance, papa. C'est la même qu'hier. Malgré tout, je préfère que vous rentriez. Je tâcherai de rester jusqu'à dimanche et nous nous rattraperons. Ni la moue de grand frère Félix, ni le silence affecté de Poil de Carotte ne retardent les adieux. Et le moment est venu de se séparer. Poil de Carotte l'attendait avec inquiétude. Je verrai, se dit-il, si j'aurai plus de succès, si oui ou non il déplaît maintenant à mon père que je l'embrasse. Et résolu, le regard droit, la bouche haute, il s'approche, mais Monsieur le Pic, d'une main défensive, le tient encore à distance et lui dit « Tu finiras par me crever les yeux avec ton porte-plume sur ton oreille. Ne pourrais-tu pas le mettre ailleurs quand tu m'embrasses ? Je te prie de remarquer que j'ôte ma cigarette, moi. » Oh, mon vieux papa, je te demande pardon. C'est vrai, quelques jours, un malheur arrivera par ma faute. On m'a déjà prévenu, mais mon porte-plume tient si à son aise sur mes pavillons que je l'y laisse tout le temps et que je l'oublie. Je devrais au moins ôter ma plume. Oh, pauvre vieux papa, je suis contente de savoir que mon porte-plume te faisait peur. Bougre, tu ris parce que tu as failli m'éborgner? Ah non, mon vieux papa, je ris pour autre chose. Une idée sotte à moi que je m'étais encore fourrée dans la tête. Les joues rouges. Son inspection habituelle terminée, monsieur le directeur de l'institution Saint-Marc quitte le dortoir. Chaque élève s'est glissé dans ses draps, comme dans un étui, en se faisant tout petit afin de ne pas se déborder. Le maître d'études violonne, d'un tour de tête, s'assure que tout le monde est couché, et se haussant sur la pointe du pied doucement, baisse le gaz. Aussitôt, entre voisins, le caquetage commence. De chevet à chevet, les chuchotements se croisent et des lèvres en mouvement montent par tout le dortoir. Un bruissement confus, où de temps en temps se distingue le sifflement bref d'une consonne. C'est sourd, continu, agaçant à la fin, et il semble vraiment que tous ces babiles, invisibles et remuants comme des souris, s'occupent à grignoter du silence. Violonne met des savates, se promène quelque temps entre les lits, chatouillant ça le pied d'un élève, l'attirant le pompon du bonnet d'un autre, et s'arrête près de Marceau, avec lequel il donne tous les soirs l'exemple des longues causeries prolongées bien avant dans la nuit. Le plus souvent, les élèves ont cessé leur conversation, par degrés étouffés, comme s'ils avaient peu à peu tiré leurs draps sur leur bouche, et dorment, que le maître d'études est encore penché sur le lit de Marceau. Les coudes durement appuyés sur le fer, insensible à la paralysie de ses avant-bras et au remue-ménage des fourmis courant à fleur de peau jusqu'au bout de ses doigts. Il s'amuse de ses récits enfantins et le tient éveillé par d'intimes confidences et des histoires de cœur. Tout de suite, il la chérit pour la tendre et transparente enluminure de son visage qui paraît éclairé en dedans. Ce n'est plus une peau, mais une pulpe, derrière laquelle, à la moindre variation atmosphérique, s'enchevêtrent visiblement les vénules, comme les lignes d'une carte d'Atlas sous une feuille de papier à décalquer. Marceau a d'ailleurs, d'une manière séduisante de rougir sans savoir pourquoi, et à l'improviste, qui le fait aimer comme une fille. Souvent, un camarade pèse du bout du doigt sur l'une de ses joues et se retire avec brusquerie, laissant une tache blanche, bientôt recouverte d'une belle coloration rouge, qui s'étend avec rapidité comme du vin dans l'eau pure, se varie richement et se nuance depuis le bout du nez rose jusqu'aux oreilles lilas. Chacun peut opérer soi-même. Marceau se prête complaisamment aux expériences. On l'a surnommée veilleuse, lanterne, joue rouge. Cette faculté de s'embraser à volonté lui fait bien des envieux. Poil de Carotte, son voisin de lit, le jalouse entre tous. Pierrot, lymphatique et grêle, au visage farineux, il pince vainement, à se faire mal, son épiderme exsangue, pour y amener quoi, et encore pas toujours, quelques points d'un roux
d'un roux douteux. Il zèbrerait volontiers, haineusement à coups d'ongles, et écorcerait comme des oranges les joues vermillonnées de Marceau. Depuis longtemps, très intrigué, il se tient aux écoutes ce soir-là, dès la venue de Violone, soupçonneux, avec raison peut-être, et désireux de savoir la vérité sur les allures cachotières du maître d'études. Il met en jeu toute son habileté de petit espion, simule un ronflement pour rire, change avec affectation de côté, en ayant soin de faire le tour complet, pousse un cri perçant, comme s'il avait le cauchemar, ce qui réveille, en peur, le dortoir et imprime un fort mouvement de houle à tous les draps. Puis, dès que Violone s'est éloigné, il dit à Marceau, le torse hors du lit, le souffle ardent, « Pistolet, pistolet !» On ne lui répond rien. Poil de Carotte se met sur les genoux, saisit le bras de Marceau, et le secouant avec force, « Entends-tu, pistolet !» Pistolet ne semble pas entendre. Poil de Carotte, exaspéré, reprend. « C'est du propre. Tu crois que je ne vous ai pas vu ? Dis voir un peu qu'il ne t'a pas embrassé. Dis-le voir un peu que tu n'es pas son pistolet. » Il se dresse, le col tendu, pareil à un jarre blanc qu'on agace, les poings fermés au bord du lit. Mais cette fois, on lui répond. Et bien après, d'un seul coup de rein, Poil de Carotte rentre dans ses draps. C'est le maître d'études qui revient en scène, apparu soudainement. « Oui, dit Violone, je t'ai embrassé, Marceau. Tu peux l'avouer, car tu n'as fait aucun mal. Je t'ai embrassé sur le front, mais Poil de Carotte ne peut pas comprendre, déjà trop dépravé pour son âge, que c'est là un baiser pur et chaste, un baiser de père à un enfant, et que je t'aime comme un fils, ou si tu veux, comme un frère. Et demain, il ira répéter partout que je ne sais quoi. Le petit imbécile. » À ces mots, tandis que la voix de Violone vibre sourdement, Poil de Carotte feint de dormir. Toutefois, il soulève sa tête pour entendre encore. Marceau écoute le maître d'études. Le souffle ténu. Ténu car, tout en trouvant ses paroles très naturelles, il tremble, comme s'il redoutait la révélation de quelque mystère. Violone continue, le plus bas qu'il peut. Ce sont des mots inarticulés, lointains, des syllabes à peine localisées. Poil de Carotte, qui, sans oser se retourner, se rapproche insensiblement au moyen de légères oscillations de hanches, n'entend plus rien. Son attention est à ce point surexcitée que ses oreilles lui semblent matériellement se creuser et s'évaser en entonnoir, mais aucun son n'y tombe. Il se rappelle avoir éprouvé parfois une sensation d'effort pareil en écoutant aux portes, en collant son œil à la serrure, avec le désir d'agrandir le trou et d'attirer à lui, comme avec un crampon, ce qu'il voulait voir. Cependant, il le parierait. Violone répète encore. « Oui, mon affection est pure. Pure, et c'est ce que ce petit imbécile ne comprend pas. » Enfin, le maître d'études se penche avec la douceur d'une ombre sur le front de Marceau, l'embrasse, le caresse de sa barbiche comme d'un pinceau, puis se redresse pour s'en aller. Et Poil de Carotte le suit des yeux, glissant entre les rangées de lits, quand la main de Violone frôle un traversin. Le dormeur dérangé change de côté avec un fort soupir. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir et à commenter cette lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à très bientôt.